Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, en ce début du mois de mai, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un seul invité. Pas n'importe qui. Un président d'un organisme provincial, l'Union des producteurs agricoles. Donc déjà, c'est un bel indice, plusieurs le connaissent. Un gars de chez nous, Marcel Groslot. Bonsoir, M. Groslot. Bonsoir. J'avais eu le plaisir de vous recevoir à mon émission il y a 4 ans? Environ. Ça fait combien d'années que vous êtes président là, de l'UPA? Ça va bientôt faire 4 ans. Bon, alors, je vous avais reçu un petit peu après ça, donc... En décembre, ça fera 4 ans. Ça va faire 4 ans en décembre. Voilà. Oui. Et c'est des mandats de... Nous, c'est des mandats de 2 ans. Des mandats de 2 ans. C'est ça. Bon. Est-ce que vous avez une limite de temps pour être président ou si vous pouvez être président à vie? Non, pas à vie, ça c'est sûr, Ouais. là, parce que les gens vont se tanner. Non, les gens se tannent de notre face. Mais encore encore au moins un terme, j'aimerais bien. Ah là. oui, bon. Alors, OK, oui. je vais me représenter en décembre, ça c'est certain. Mais après, on verra. Naturellement, c'est aux membres de décider. Et auparavant, vous étiez président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Du Québec, c'est ça. OK. c'est Alors, ça. c'est ce qui fait qu'à un moment donné... vous avez- J'ai commencé localement à m'impliquer, oui, après ça régionalement dans la région de Québec, puis après ça provincialement. Puis c'est comme ça que, bon, on arrive à... Des fois, c'est pas planifié, parce que c'est pas des choses qu'on peut planifier, mais la vie nous amène là où on est rendu. Puis, Oui, vous aviez une terre, puis vous n'avez pas dit, tiens, moi, je m'implique dans l'UPA, puis je vise la présidence. non, ça, c'est impossible. Pas de t'arriver comme Je veux ça. dire, Vous avez monté des marches. Quelqu'un qui fait ça, il n'y arrivera jamais, ça, c'est certain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, là, on peut dire que ça fait un peu plus de 3 ans que vous êtes président. Ouais, ouais. C'est quoi la plus belle réalisation dont vous êtes fier? Oh! Hein? C'est une belle question, Ouais, hein? moi, je crois que c'est d'avoir complété la modernisation de l'UPA. L'UPA avait des territoires qui n'étaient pas harmonisés avec les territoires des MRC. On avait plusieurs syndicats de base qui se chevauchaient oui. voilà, sur les territoires des MRC et tout. Donc, on a redéfini nos territoires, on a réadopté des nouveaux règlements, on a introduit pour la représentativité les fermes de petite taille sur nos conseils d'administration de tous nos syndicats locaux. Donc, on a amélioré notre représentativité, puis notre représentation aussi sur le territoire. Puis ça nous donne des meilleurs... on est mieux équipés pour discuter avec les élus locaux. Et donc, ça, je suis assez content de ça. Bon. Si vous permettez, j'ai relevé quelques points là, sur lesquels je sais que vous avez des opinions sur la relève agricole. Ouais. Qu'est-ce que ça dit au Québec? Est-ce qu'on peut être optimiste? En fait, il y a un proverbe qui dit lorsqu'on se compare, c'est-à-dire lorsqu'on se compare, on se désole. Oui, puis on se console. Oui, voilà, en tout cas, je m'excuse. Vous comprenez tous ce que je voulais dire. En fait, lorsqu'on se regarde, on se désole. Lorsqu'on compare, on se console. Quelque chose du genre, oui. Alors, ça pourrait toujours être mieux, ici aussi, mais lorsqu'on se compare au reste du Canada, on a l'âge moyen des producteurs agricoles est plus jeune au Québec. On est autour de 50 ans, alors que dans le reste du Canada, c'est plus 56, 57. On maintient le nombre de fermes. Le nombre de fermes se maintient parce que dans les nouvelles productions maraîchères, fruitières, aussi acéricoles, qui s'est développé beaucoup durant les dernières années, on a plusieurs nouveaux producteurs, donc le nombre de fermes se maintient. Même s'il y a une concentration de la production dans certains secteurs, il y a d'autres fermes qui émergent dans d'autres secteurs. Donc, on maintient le nombre de fermes. Alors ça, c'est intéressant. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'agriculture québécoise. Et là où la relève agricole sur les fermes est toujours une question de rentabilité de l'entreprise. Il faut revenir à cette notion-là de rentabilité. Et au Québec, jusqu'à maintenant, les systèmes de gestion des risques, partage des risques entre l'État et les fermes, ont été meilleurs que dans les autres provinces. Alors, c'est sûr que ça a favorisé le transfert des entreprises aux générations suivantes. Mais ça, c'est ces systèmes-là qu'on avait qui étaient plus avantageux que les autres provinces. Il faut travailler fort pour les garder par les temps qui courent. Je vous ai posé la question, puis j'ai en tête l'émission Les Dragons. Oui. À la fin du mois d'avril, Oui. il y a un petit bonhomme de 11 ans Oui.
qui a fait craquer tous les dragons. Oui. Il rêve de devenir agriculteur. Oui. Et là, il cultive des citrouilles. Des citrouilles, oui. Et on l'écoutait, là, il y a 11 ans, c'était de toute beauté. Ouais. Et les 5 ont craqué, même, ils vont lui donner, il y en a un des dragons qui lui met en fiducie un montant d'argent qui va servir à ses études. Ils lui ont prêté 10 000 $ et puis Mme Henkel l'a pris dans ses bras, puis tout le monde... Ouais, c'est ça. Là, probablement qu'on parlait moins de business, c'était plus l'émotion. Oui, il y avait beaucoup d'émotions, mais de l'écouter, ce jeune-là, arrivé à 11 ans, venir nous dire « Moi, je rêve d'être agriculteur ». Ça doit faire un petit velours, ça. C'est ça, l'agriculture familiale. Hein? C'est qu'on implique nos jeunes en jeune âge. Dès qu'ils peuvent marcher, ils nous suivent sur la ferme, là. Alors, c'est comme ça que les fermes se transfèrent de génération en génération. Puis, ce qui est intéressant aussi actuellement par rapport à la relève, c'est que nos institutions d'enseignement, que ce soit les ITA ou les facultés d'agronomie, les inscriptions augmentent dans les facultés de sciences alimentaires et dans les collèges au niveau des instituts de technologie alimentaire. Alors, il y a un engouement pour l'agriculture et l'alimentation. Alors, c'est sûr que c'est intéressant pour nous, puis il faut donner une opportunité à ces jeunes qui étudient là-dedans. Maintenant, il faut leur donner une opportunité. Alors, l'opportunité vient par la rentabilité des fermes. Oui. Si les fermes sont non rentables, sont non transférables, et on a des enjeux dans les secteurs porcins, bovins, ovins, c'est des enjeux de transférabilité d'entreprise dus à une faible rentabilité. Et ça, je dois dire qu'on a un peu de difficulté à faire comprendre ça à nos élus, que la gestion des risques sur une ferme ne peut pas se faire uniquement par les producteurs ou par l'autogestion des risques. On ne peut pas contrôler la température, on ne contrôle pas les prix des marchés. On est sur des marchés nord-américains, les prix varient énormément, les courbes de prix sont de plus en plus longues à la baisse ou à la hausse. Quand c'est à la hausse, on s'en réjouit. Quand c'est à la baisse, c'est tough. Alors, ça prend des régimes de gestion des risques avec les producteurs qui leur permettent de traverser ces périodes-là. Et si on traverse bien ces périodes-là, puis qu'on profite des périodes où les prix sont plus élevés, là, on est rentable et on peut transférer plus facilement nos entreprises. C'est là l'avantage de la gestion de l'offre aussi. Oui. On a un système de gestion de l'offre, puis là où la relève agricole est la plus présente, c'est sur les fermes où il y a de la gestion de l'offre. Parce qu'il y a une sécurité du revenu qui fait qu'on peut planifier le transfert de l'entreprise, intégrer les jeunes. C'est comme ça qu'on réussit mieux à transférer nos entreprises dans ces productions-là. De la relève agricole, puis vous dites qu'il y a eu un maintien du nombre de fermes là, au Québec, puis ça m'amène à vous demander, la souveraineté alimentaire au Québec, est-ce que c'est une utopie ou ça peut se réaliser? En fait, les gens confondent souveraineté alimentaire et autonomie alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est politique. La souveraineté alimentaire, c'est d'avoir un gouvernement qui est souverain dans l'application et la détermination de ses politiques alimentaires et agricoles. Alors, c'est lorsque nous, on a créé une coalition de la souveraineté alimentaire parce qu'on voulait s'assurer que nos gouvernements conservent cette souveraineté-là. Puis cette souveraineté-là, elle est souvent négociée lors d'ententes commerciales. On cède une partie de notre souveraineté pour maintenir des ententes commerciales. Nous, on dit, en alimentation, on ne devrait pas céder, surtout lorsqu'on est un pays nordique comme le nôtre et qu'on a nécessairement besoin d'importer. On va toujours avoir besoin d'importer. L'hiver, on ne produit rien, mais au moins, ce qu'on peut produire ici en saison forte, il faut pouvoir maintenir cette production-là pour maintenir notre agriculture et, à partir de cette agriculture-là, assumer une certaine partie de notre autonomie alimentaire. Mais la souveraineté, c'est politique. Alors, on dit souveraineté alimentaire, mais en fait, c'est la souveraineté de nos politiques alimentaires. Des politiques alimentaires. Voilà, au niveau de l'autonomie... Au niveau de l'autonomie, ici, en fait... Alimentaire? Oui. Si on calculait sur la base des protéines produites et consommées, on est autosuffisant. Mais naturellement, il faudrait manger beaucoup de pommes de terre, il faudrait manger beaucoup de porc, et il faudrait du sirop d'érable. Alors, au niveau
de la consommation de protéines des Québécois, on produit suffisamment, mais c'est sûr qu'on ne produit pas la variété que les gens aujourd'hui... Voilà, c'est ça. Donc, les agrumes, des légumes en hiver, des légumes verts en hiver, de la salade, c'est sûr que ça, on ne peut pas produire ça. Donc, mais là, maintenant, avec la production séricole, on peut de plus en plus aussi... ces produits-là sont de plus en plus disponibles à partir du Québec également maintenant. Et la nouvelle entente entre le Canada et la communauté européenne, là, en tout cas, on a entendu beaucoup le secteur des fromages, oui. Dire hey, vous mettez notre secteur en péril parce que là, on va être inondé. Comment vous voyez ça? Bien là, quand on parlait de souveraineté alimentaire, oui. ça en est un aspect. Okay. Là, le gouvernement a cédé une partie de notre marché dans cette négociation-là, du fromage aux Européens, puis principalement les fromages fins. Alors, le gouvernement du Canada fait le calcul, puis du Québec fait le calcul que la consommation va augmenter suffisamment au Québec pour permettre de consommer ces 17 700 tonnes de fromage supplémentaires sur une base de 5 à 6 ans. Bien, c'est 40 du marché des fromages fins, ça, 17 000 tonnes. Alors, c'est sûr qu'on n'augmentera pas de 40 la consommation de fromage fin pendant cette période-là. Alors, nécessairement, il va y avoir soit un resserrement des marges de nos fromagers, soit une perte de marché de nos fromagers, parce que ce fromage-là, on doit l'importer. Alors là, c'est sûr que le gouvernement a pris cette décision-là souverainement. Il avait le pouvoir de le faire, mais d'un point de vue souveraineté alimentaire, c'est sûr que c'est une décision questionnable. Là, on nous dit, s'il y a des pertes, on va compenser les fromagers ou les producteurs. Alors, le « si » est vraiment pas nécessaire. Il y a des pertes à envisager chez les fromagers et les producteurs de lait dues à ces importations supplémentaires-là. Alors, c'est là où c'est toujours ces ententes-là. On dit on a accès maintenant à 500 millions de consommateurs européens, en théorie, mais 500 millions de consommateurs européens qui ont déjà le ventre plein. Alors, nous autres, pour rentrer sur ces marchés-là, il faut tasser quelqu'un d'autre, va falloir couper dans nos prix, va falloir, tu sais, les Européens ne nous attendent pas à bras ouverts pour qu'on les nourrisse, là. Oui. Alors, c'est sûr qu'on augmente la compétition sur les marchés. En théorie, ça devrait augmenter l'efficacité des transformateurs, des producteurs et de la chaîne alimentaire. Mais dans les faits, c'est les producteurs qui absorbent ces coûts-là. Oui. Parce que les seuls sur qui on reporte la pression des marchés, c'est toujours sur les producteurs, parce que nous, on est vulnérables. Moi, je ne peux pas retenir ma production. Si j'arrête de produire, c'est très difficile de recommencer à produire si je me sors du marché. Je prends un porc, par exemple. Un porc, quand il est prêt à aller à l'abattoir, il faut qu'il sorte. Je ne peux pas le garder en attendant. Il arrête de grossir, arrête de grandir. Alors que si je construis des voitures, je peux ralentir la production. Si je fabrique glacier, je peux stocker. Ou je peux ralentir la production également. Mais en agriculture, les cycles de production sont dictés par la nature. Alors, les producteurs sont très vulnérables. Ouais. Alors, à mesure qu'on ouvre les marchés, c'est sur les producteurs qu'on augmente la pression. Oui. On est au début du mois de mai, là. Oui. Et on vient de finir la période des sucres. Ça en est un produit qui nous appartient et que les Européens, quand on leur fait découvrir ce goût qui est unique, ils sont emballés. Hein? Moi, j'ai la chance d'aller souvent en Europe et j'ai des amis européens. Et si on veut leur faire plaisir, on arrive avec des produits de l'érable. Et ça, c'est immanquable. Est-ce qu'il y a au niveau de la Fédération des producteurs acéricoles, est-ce qu'il y a une démarche, une volonté là, manifeste de dire nous, on va l'exploiter par l'entente qu'il y a Canada-Europe? Oui, dans cette entente-là, pour les producteurs acéricoles, l'avantage, c'est une réduction de taxes de 8 Ah bon? C'est pas énorme, là, parce que c'est par rapport au prix du produit, cette réduction-là ne va pas nécessairement là, leur permettre d'avoir un accès vraiment plus grand à ce marché-là. Mais c'est un avantage quand même d'avoir une taxe moins élevée. Effectivement, au niveau de la production acéricole, on a augmenté de 54, je crois, millions de livres la production, puis c'est notamment à l'exportation. Parce que lorsqu'on a structuré la mise en marché des produits de l'érable,
pour le vrac, parce que le détail il reste libre, mais les ventes en vrac sont gérées par la Fédération des producteurs acéricoles. On a augmenté de beaucoup le nombre d'entailles au Québec. On a augmenté aussi beaucoup les exportations parce qu'on est capable, par la banque de sirop maintenant, de garantir les approvisionnements. Ah oui, oui, oui. Parce que comme les saisons varient beaucoup dans la production acéricole, si tu n'as pas une banque assez importante, puis que tu développes des marchés à l'étranger, mais que la production, une saison n'est pas là, puis que tu perds tes marchés, bien, c'est à redévelopper à chaque fois. Alors maintenant, avec la banque de sirop, les exportateurs sont confiants de toujours avoir du sirop à offrir à leurs clients. C'est comme ça qu'on a pénétré le marché de l'Europe. On est maintenant au Japon beaucoup. Oui. On commence à rentrer en Chine. Puis là, il y a des démarches qui se font vers l'Angleterre et l'Inde maintenant. Oui. Alors, oui, on est sur les marchés mondiaux avec ce produit-là. Parce que moi, je parle en connaissance de cause, là. Je suis allé à un festival de théâtre à Marche-en-Famenne, qui est un village en Belgique, dans la partie francophone, et à 2 reprises. Et nous leur avons fait des soirées canadiennes, comme ils appellent, et on finit, la première année, on a fini avec des crêpes au sirop d'érable. Ça a été le hit. Et la deuxième fois, quand on y est retourné, les organisateurs du festival nous ont dit « Est-ce que vous allez nous faire une soirée avec du sirop d'érable? » On a dit « Bien oui, si vous voulez. » Alors là, on a fait un compromis. Alors, on avait des gaufres belges avec du sirop d'érable. On a fait un hit. C'est ça. Vous auriez dû faire des grands-pères au sirop d'érable. Oui, mais là, on y allait dans le plus simple, là. Mais c'est pour dire, les gens, là, même, moi, je me souviens, il y a un monsieur, un Marchois, là, un résident qui nous a amenés chez lui parce qu'il y a des érables dans sa cour. Puis il voulait savoir de quelle façon. Alors là, avec les petits rudiments qu'on connaît, là, on lui a expliqué que ça prenait du froid, des gels, puis de la neige. Mais ça prend l'érable à sucre aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'ici, on a d'autres érables qui produisent pas de sève. Nous, on avait un giguère avec nous, on disait que ça prend un érable à giguère. Oui. Alors, c'est pour ça. Alors, autrement dit, sur le côté acéricole, ça, il y a... C'est ça. Mais la différence, là, du fromage versus la sériculture, c'est qu'ici, les producteurs acéricoles ne sont pas subventionnés pour exporter. On a structuré la mise en marché, puis tout le revenu des producteurs acéricoles provient entièrement du marché. Alors qu'en Europe, le revenu des producteurs de lait provient à 30 des subventions de la communauté européenne. Oui, là, c'est alors, pareil. c'est là où on dit qu'il y a c'est pas équitable, c'est pas... Cette importation de fromage supplémentaire-là nous compétitionne de façon déloyale parce que nous, on n'est pas subventionnés pour la production laitière ici. Alors, c'est là où ça blesse. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on exporte du porc, lorsqu'on exporte surtout le sirop d'érable, il n'y a aucune subvention pour les exportations. Francine vient de me faire signe là, que le temps file. Oui. J'aimerais ça qu'on parle aussi, comment je pourrais bien dire ça, l'accaparement des terres. J'ai en tête, là, à Québec, il y a eu des nombreuses discussions puis des échanges assez acerbes entre des pros et des contre, là, des anti. Les Sœurs de la Charité ont vendu une belle terre agricole. Je pense, une des plus anciennes au Québec. Là. Et là, il y a des gens qui veulent faire d'autres choses que de l'agriculture sur ces terres-là. Et là, ça tiraille. Bien, le phénomène d'accaparement des terres existe depuis longtemps. Au Québec, dès les fin des années 70, on avait adopté une loi, la loi de protection des terres agricoles, parce qu'on voulait protéger les terres autour des villes, surtout, de l'étalement urbain qui était un peu effréné et sans aucune disons, planification, c'était fait de tout croche, de toutes sortes de façons. Donc, on a passé cette loi-là pour protéger l'accaparement des terres autour des grandes villes. On a passé une loi pour protéger l'accaparement des terres contre les acheteurs étrangers, parce qu'on veut que les terres demeurent la propriété des Québécois. Et là, il faut se protéger maintenant contre, nous, ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Parce que la valeur des terres a continuellement augmenté. Parce que c'est un bien qu'on ne peut pas reproduire. C'est un bien qui est limité et même en décroissance parce qu'à chaque fois qu'on agrandit une ville, qu'on passe une ligne d'électricité, qu'on fait une route, c'est toujours sur les terres agricoles. Donc, la superficie cultivée au Québec est toujours en réduction, puis c'est vrai ailleurs dans le monde également. Donc,
ça met une pression énorme sur le prix des terres agricoles. Alors, les investisseurs, les fonds d'investissement, les fonds de retraite ont dit, bon, bien, c'est un investissement qui commence à être intéressant. Alors, ils ont commencé à acheter des terres agricoles pour les louer, peut-être ou pas, à des producteurs agricoles. Mais là, pour la relève agricole, ça devient extrêmement difficile de compétitionner ces acheteurs-là. C'est à peu près impossible. Ouais. Alors, pour les gens qui veulent consolider leur entreprise en achetant la ferme du voisin ou une autre ferme pour augmenter leur production, ou pour les jeunes, ça devient presque impossible d'acquérir la terre agricole face à des fonds d'investissement. Alors, on veut que le gouvernement intervienne pour empêcher les fonds d'investissement d'acheter des terres agricoles. Sur le cas des terres des Sœurs de la Charité, bien là, c'est des terres qui sont à Beauport, donc enclavées, si on peut dire, entre Limoilou, je crois, et Charlebourg, là, dans ce coin-là. Et les Sœurs de la Charité avaient tenté de les vendre à des producteurs agricoles. Mais le prix était tellement élevé, parce qu'on ne protège pas non plus au Québec, parce que les terres sont dans un milieu urbain, bien, ils sont devenus à des prix très, très élevés. 190 000 l'acre ou l'hectare, je crois que ça a été... Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucun producteur agricole qui peut pratiquer de l'agriculture sur des terres de ce prix-là. Puis là, bien, il y a le groupe Dallaire a acheté ça avec le projet de développer un parc immobilier. Mais c'est sûr que là, la Ville de Québec perd un espace vert. Puis la Ville de Québec devrait conserver cet espace-là pour l'agriculture urbaine, pour implanter des jeunes producteurs, pour faire un espace vert où les citoyens pourraient même avoir accès, mais ça deviendrait un très grand parc agroforestier urbain. Ça pourrait être un très, très beau projet aussi. Mais c'est toujours la question de la rentabilité. Hein. L'argent parle... Oui, c'est toujours. Voilà. En parlant d'argent, oui. J'aimerais ça qu'on finisse sur un sujet qui n'est pas nécessairement jojo. Oui. Moi, j'appelle austérité gouvernementale. Depuis l'élection du nouveau gouvernement à Québec, tout le monde se fait brasser la cage. Oui. J'imagine que le secteur agricole n'échappe pas à l'austérité gouvernementale? On a été, dans le dernier budget, le secteur qui a été le plus coupé. On a eu, nous, près de 15 de coupure dans le budget du MAPAC le 26 mars. Le gouvernement est venu chercher à la financière agricole 151 millions de dollars sur un budget de 600 millions. C'est 25 C'est 25 du budget de la financière agricole. Ouais. Mais si tu l'appliques sur le budget total du MAPAC, ça représente 15 okay. Alors, c'est des coupures partout. Naturellement, dans les bureaux régionaux, il y a de moins en moins de ressources. À la Régie des marchés agricoles, on a coupé aussi le budget de fonctionnement. La Régie des marchés agricoles, c'est important, c'est ça qui vise à appliquer les lois, la loi sur les producteurs agricoles, la loi sur la mise en marché des produits agricoles. Et donc, c'est pas eux qui choisissent le volume d'affaires qu'ils ont traité, c'est une régie disons, économico-judiciaire, si on peut dire. Alors, nous, c'est des coupures qui nous font très mal. Et lorsque je parlais un peu plus tôt d'avoir des régimes au Québec de gestion des risques, que les producteurs, des régimes partagés de gestion des risques entre l'État et les producteurs agricoles, pour assurer une transférabilité de nos fermes, bien, c'est à partir de ces budgets-là qu'on peut faire ça. Alors, nous, on avait proposé des améliorations au programme de gestion des risques pour les petites entreprises, parce qu'on a 50 des entreprises agricoles au Québec mettent moins de 100 000 $ par année en marché. Alors, on a beaucoup, beaucoup de petites entreprises agricoles, puis on veut les soutenir mieux pour qu'ils puissent investir, se développer, augmenter leur efficacité. Donc, on souhaitait améliorer le soutien de ces entreprises-là. Améliorer le soutien pour les producteurs biologiques aussi. On importe 70 des produits biologiques qu'on consomme au Québec. Donc, il y a là un potentiel de développement intéressant. Donc, soutenir ce secteur-là pour inciter les gens à y investir, surtout à s'y intéresser, les producteurs. Dans les programmes d'assurance stabilisation des revenus agricoles aussi, on voulait améliorer la couverture lors des périodes de bas prix, parce que ça, c'est des régimes qui interviennent uniquement quand les prix sont bas, mais ils n'interviennent pas quand les prix sont bons. Alors, ce n'est pas des régimes qui sont... Pendant une année ou deux, ça peut coûter très cher, mais sur une période de 6, 7, 8 ans,
Ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, mais il faut les améliorer pour qu'ils interviennent bien pendant que les prix sont bas sur les marchés. Alors, c'est toutes des choses qu'on voulait améliorer, mais là, avec les coupures qu'on a eues, bien, ça remet tout ça en question. Puis en même temps que le ministre dit qu'il faut stimuler la relève agricole, ça m'inquiète la relève agricole, bien, ils viennent puiser 150 millions de dollars dans le secteur qui procure le plus d'emplois au Québec actuellement. Le secteur agroalimentaire, c'est 200 000 emplois au Québec. Puis dans les 5 dernières années, c'est le secteur qui a procuré le plus de nouveaux emplois. Puis c'est le secteur qui a subi les plus grosses coupures. Alors, en un mot, oui. Malgré tout, est-ce que vous êtes confiant? Bien, moi, je demeure... Du secteur agricole. Oui, moi, c'est sûr, parce que la demande alimentaire est en croissance. On a des jeunes dans nos écoles. Les producteurs continuent d'investir malgré des signaux qui ne sont pas aussi ceux qu'on souhaiterait obtenir de notre gouvernement. Mais je demeure confiant parce que les familles agricoles sont des gens résilients. Merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir à mon émission le président de l'Union des producteurs agricoles, M. Marcel Groslot. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.